Aujourd'hui, le point a pris ses quartiers à Berne, au cœur du Palais fédéral. Pourquoi? Eh bien parce que nous aussi, nous avions besoin de notre petite course d'école annuelle et puis évidemment surtout pour aller à la rencontre de nos députés qui, en plein travail parlementaire, ne peuvent plus venir à nous. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien d'immigration et d'asile, the sujet au cœur de la politique suisse, au cœur aussi des élections européennes qui auront lieu ce dimanche et au cœur tout simplement de nos préoccupations à vous et à moi. Sommes-nous trop nombreux en Suisse? Faut-il mettre un frein à nos politiques d'asile, à l'immigration, y compris légale? Avons-nous d'ailleurs les moyens de nous passer d'étrangers et comment mieux les intégrer et garantir notre sécurité? Eh bien on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et le grand plaisir de vous recevoir chez vous, ou presque, Delphine Klopfenstein-Broggini, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale verte genevoise et comme la plupart d'entre vous ici, vous siégez à la commission des institutions politiques, la commission idoine pour parler asile et immigration. Manfred Bühler, bienvenue. Bonjour, merci. Un visage bien identifié chez nous, conseiller national UDC pour le canton de Berne. Vous siégez, vous, à la commission des affaires juridiques et judiciaires. Jean Tchop, bonjour. Bonjour. Vous êtes un autre membre de cette commission des institutions politiques. Vous êtes conseiller national socialiste vaudois, un de ces nouveaux visages justement de cette législature. Philippe Nantermo, bienvenue. Bonjour. Vous êtes conseiller national valaisan, faut-il vous présenter encore, également membre de la commission des institutions politiques et vous êtes aussi vice-président du PLR suisse. Et enfin, le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un autre bernois germanophone, Marc Joost. Merci infiniment de faire l'effort pour nous de parler et de débattre en français aujourd'hui. Marc Joost, vous êtes conseiller national pour le Parti évangélique suisse, parti rattaché au centre, et vous appartenez vous aussi à cette fameuse commission des institutions politiques. Bienvenue à toutes et tous. Et on commence par l'Ukraine, dont il va être beaucoup question la semaine prochaine, le 15 et 16 juin au Birkenstock à Lucerne. Grand sommet pour la paix organisé par la Suisse. Alors autant déflorer tout de suite le suspense, tout cela n'amènera sûrement pas la paix et donc reste la question cruciale, que faire pour nos 75 000 réfugiés ukrainiens en Suisse aujourd'hui qui sont soumis à ce permis S, ce fameux permis qui montre aujourd'hui toutes ses limites. Alors Manfred Bühler, je vous pose directement la question puisque l'UDC a manifestement énormément d'idées au sujet de ces réfugiés ukrainiens. Faut-il les intégrer? Faut-il les voir repartir bientôt? Eh bien, la question, évidemment, elle se pose de manière différenciée en fonction des possibilités des différentes personnes concernées. Moi, je pense que l'objectif quand même, et je crois que c'est celui aussi des personnes concernées, c'est de pouvoir retourner en Ukraine dans un pays qui sera le plus vite possible en paix. De ce point de vue-là, je pense que l'objectif est partagé par tout le monde. Maintenant, les conditions aujourd'hui sur l'essentiel du territoire ukrainien, à mon sens, seraient réunies pour que ces personnes puissent y retourner. Donc je pense qu'à un moment donné, ce statut S devra se terminer. Quel est le bon moment? Ça, c'est évidemment l'objet de grands débats passionnés, mais je pense qu'on ne peut pas faire s'éterniser cette situation. Une partie de ces personnes, si elles sont intégrées sur le marché du travail, peuvent, à mon avis, aussi trouver un débouché en Suisse, mais je pense que ça doit être une petite minorité parce que nous avons un problème structurel d'augmentation trop grande de notre population qu'il faut vraiment adresser aujourd'hui. Jean Tchop, justement, est-ce qu'on peut priver l'Ukraine de ses ressources, ses forces vives aujourd'hui et les garder chez nous, donc? Vous savez, je pense que c'est une guerre qui s'enlise. Je ne partage pas l'analyse de Manfred Bühler. On a un front maintenant sur plus d'1 millier de kilomètres. On a une situation extrêmement difficile pour les forces ukrainiennes et on a cette Russie de Vladimir Poutine qui est prête à aller très très loin au mépris de toutes les règles du droit international. En particulier, la Russie ne respecte pas l'interdiction du recours à la force. Et cette guerre d'agression met en danger plusieurs millions d'Ukrainiens. En Suisse, il y en a 65 000. Très majoritairement des femmes et des enfants dont la vie en Ukraine est menacée. Et c'est pour cette raison que la Suisse leur accorde ce permis S comme personne à protéger, parce que de toute évidence, en Ukraine, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent vivre en sécurité. Maintenant, il y a évidemment un défi majeur d'intégration. On parle de personnes qui sont majoritairement qualifiées, qui connaissent bien l'anglais, qui ont un bon niveau de formation. Donc, il y a un potentiel. Et notre discours, comme socialiste, notre approche, c'est de favoriser cette intégration parce qu'on sait
hélas, que cette guerre va durer et qu'une partie d'entre elles, puisqu'il s'agit majoritairement de femmes, vont rester en Suisse. Donc il faut maintenant des perspectives aussi en Suisse, sachant qu'on a une pénurie de personnel dans toute une série de secteurs, la santé, mais aussi l'hôtellerie-restauration, les métiers de la transition énergétique. Pragmatiquement, Philippe Nantermo, est-ce qu'on a besoin justement en Suisse aujourd'hui de ces forces vives, nous aussi ? Je pense qu'on a besoin de forces vives, mais on ne peut pas simplement siphonner un autre pays pour résoudre le problème de main-d'œuvre, d'une part, et deuxièmement, l'acceptation sociale n'est pas au rendez-vous. Il y a un vrai problème avec une immigration trop forte, et je crois qu'on doit être raisonnable. Aujourd'hui, la réponse à la pénurie de main-d'œuvre passe avant tout par l'utilisation des forces vives dans le pays. Je pense à une lutte contre l'usage accru que l'on fait du temps partiel, en tout cas revenir sur toute la promotion du temps partiel qui existe en Suisse, peut-être utiliser la possibilité de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, voire au-delà, et puis maximiser, augmenter la part active dans la population. Je pense que là, on doit déjà utiliser au maximum le potentiel de main-d'œuvre interne. S'agissant de l'Ukraine, je ne pense pas qu'aujourd'hui les conditions soient réunies pour que les bénéficiaires d'un permis S puissent retourner en Ukraine. Par contre, le but à terme n'est pas l'intégration des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui sont venus pendant la guerre. Nous offrons une protection pendant la période de la guerre, mais à l'issue de la guerre, on souhaite que cela arrive le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs aussi pour cela que l'on tient en Suisse une conférence sur la paix. À l'issue de cette guerre, ces gens devront rentrer chez eux. Il y a un pays à reconstruire, il y a une démocratie à reconstruire, et l'Ukraine restera un partenaire, un pays ami. Et si on veut que ce pays reste un pays ami, il faut aussi que ce pays puisse se reconstruire. Donc la vocation de la Suisse n'est pas de devenir une terre d'asile permanente pour des milliers d'Ukrainiens. Alors, Delphine Kloppenstein-Brogeni, ce qui est proprement hallucinant à propos de ces Ukrainiens, c'est que 12% seulement en Suisse romande et 20% sur l'ensemble du pays sont intégrés aujourd'hui. Pourtant, c'est des gens souvent très qualifiés, des gens justement qui n'ont pas, qui apprennent rapidement le français. Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, la situation, c'est une situation qui est provisoire. Cette situation provisoire, et peut-être qu'il faut le dire, peut-être en préambule, c'est saluer finalement la solidarité suisse. Ces dizaines de milliers d'Ukrainiennes et Ukrainiens qui sont ici sur le territoire suisse ont reçu un accueil avec l'entier de la population qui a vraiment fait une preuve de solidarité. Et je trouve que cette terre d'accueil dont la Suisse a réussi en fait à intégrer très rapidement, c'est une chose à saluer. Aujourd'hui, évidemment, cette guerre, elle dure. Malheureusement, cette guerre, elle dure. Donc, on doit trouver des solutions qui durent aussi pour ces personnes qui sont là, certes, à titre provisoire. Mais, Monsieur Nantermo, vous dites évidemment que ces personnes, à terme, elles vont retourner chez elles. Elles le souhaitent toutes, et on peut bien l'imaginer. Mais dans la situation actuelle, ce n'est pas possible. Les intégrer, ça ne veut pas dire qu'elles vont rester ici à vie. Et je pense que ces personnes-là n'ont pas intérêt ou pas envie de rester ici à vie. Par contre, elles sont maintenant, elles sont ici. Elles sont ici. Elles sont en grande partie à charge de l'aide sociale, ça a un coût naturellement pour la Suisse et pour elle-même aussi. Et l'accès au travail, c'est la pièce maîtresse dans ces moments transitoires, c'est un transitoire qui dure, et l'accès au travail est essentiel. Aujourd'hui, on le sait, en effet, 12%, la Suisse romande d'ailleurs est beaucoup plus mal lotie, 12% seulement de ces personnes ont accès au travail aujourd'hui. Et bien ce qu'on voit, c'est qu'en Suisse allemande un tout petit peu plus, ce qu'il faut, c'est favoriser cet accès au travail. Beat Jans, le conseiller fédéral en charge de cette question, a clairement mis cette question sur la table, et je l'en remercie parce que c'est une question centrale qui concerne d'ailleurs pas que la question des Ukrainiens, mais de manière générale le permis provisoire. Quand on a ces permis finalement qu'on appelle provisoires, c'est-à-dire des permis qui ne durent pas, ce n'est pas une intégration à vie, ce n'est pas un statut de réfugié pour la vie, mais c'est des situations au fond qu'on espère qui ne durera pas, pour les personnes avant tout, pour les pays en conflit avant tout, eh bien ces situations, elles durent, on le voit aujourd'hui. Donc la meilleure manière aujourd'hui, c'est de permettre à ces personnes de travailler, de participer à notre économie. On a des besoins, évidemment, des besoins dans les différents domaines. M. Tchop l'a dit tout à l'heure, il y a des domaines où on a besoin de cette main-d'œuvre. Et cette intégration par le travail est essentielle. Je pense qu'on doit vraiment aller dans ce sens-là. Donc je me réjouis de voir quelles seront les mesures concrètes. On les attend impatiemment de M. Beat Jans. Elles devront arriver à la fin de l'été. Des mesures très concrètes de comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces personnes aient accès à un travail, comment l'économie va aussi se prêter à ce jeu-là, parce qu'elle doit aussi jouer ce jeu-là. C'est un enjeu qui est majeur. Et j'aimerais vraiment que cette réflexion, elle ne s'arrête pas à la question ukrainienne, mais qu'elle soit poursuivie sur la question de manière plus générale, sur tous les statuts provisoires qui sont aujourd'hui une vraie
vraie précarité, une calamité pour des personnes en situation de détresse. Mais cet enjeu majeur, il était souligné dès l'arrivée de ces réfugiés ukrainiens. Et quand même, là, on constate effectivement qu'il n'y a quasi pas d'intégration de ces réfugiés après 2 ans, contrairement aux Pays-Bas, 40%. On va reciter aussi l'Allemagne qui, elle, a fait un effort pour les réfugiés syriens, irakiens, qui n'étaient pas du tout de culture européenne, où 60% après 5 ans, 60% de cette population avait été intégrée grâce à un effort global de l'économie, etc. Comment, Marquios, justement, qu'est-ce que ça dit des failles de notre système en Suisse, une si mauvaise intégration de cette population qui, a priori, justement, devrait plutôt avoir été extrêmement bien assimilée? Alors, l'intégration est clé, c'est clair pour moi. Je voudrais comparer la situation avec les étudiants internationaux dans nos universités. Pour le moment, nous sommes même en train de réguler la situation que ces étudiants peuvent rester et travailler en Suisse. Et avec les Ukrainiens, c'est plus ou moins le même défi. Mais pourquoi pas plus rapide? C'est un travail de toute la société, de nous personnellement, des cantons, de l'économie, même de l'Église. Dans mon Église, on a un groupe des Ukrainiens, ils sont intégrés, la langue est clé. On est même en train d'offrir un poste à une femme ukrainienne pour la coordination. Et je pense que c'est bien d'avoir des buts. Alors, M. Jans, il a dit, jusqu'à la fin de cette année, le but est 40%. Et je pense que c'est nécessaire. Et peut-être même d'avoir des conséquences si un canton n'est pas là. Mais pour les cantons alémaniques, c'est peut-être un peu plus facile parce que l'allemand, ça se dit, c'est plus facile pour les personnes de l'Ukraine. Alors vous dites, mes deux messieurs qui justement défendaient la droite économique aussi, la droite économique qui, en Allemagne, comme dans la plupart des pays européens, aujourd'hui demande à ce qu'il y ait davantage d'immigration. Vous dites en Suisse, on n'a pas besoin de davantage d'immigration dans une population qui pourtant, dont la démographie décroît. Comment ce paradoxe entre la Suisse et tous les autres pays européens au niveau des économies respectives? Bon, je crois qu'il faut démonter un certain nombre de préjugés. On y dit, ah oui, il faut des gens, on manque de main-d'œuvre, etc. Mais il faut savoir dans quelle branche on manque de main-d'œuvre. Et les branches qui sont souvent citées, l'hôtellerie, restauration, etc., sont déjà celles qui connaissent le plus haut taux de chômage en moyenne. En tout cas, font partie des branches où il y a beaucoup de chômage. Et donc, on nous dit, ah, mais on manque de main-d'œuvre, mais quelque part, on a un réservoir qui est déjà là. Et on nous dit, on va résoudre le problème en prenant encore plus de gens de l'extérieur. Je pense que c'est une fausse solution. Et ensuite, on a d'autres branches. Prends l'exemple de l'arc jurassien, nous avons des besoins criants dans l'horlogerie, dans le décolletage, des métiers extrêmement spécialisés. Mais là, la réalité frappe à la porte. On ne peut pas transformer une maman ukrainienne qui est là avec ses 2 enfants en décolleteuse en 2 mois et même pas en 2 ans. Ce sont des formations extrêmement pointues qui nécessitent souvent 4 ans, voire 6 ans ou plus de formation. Et donc, il n'y a pas de miracle. De ce point de vue-là, on ne peut pas répondre avec des personnes qui viennent d'Ukraine avec le statut S aux besoins de la plupart des branches de notre économie. Donc, je pense que c'est une vaste illusion de penser que ça résoudra peuvent justement être formés pour ce type de tâches. Oui, mais précisément, l'essence même du statut S, c'est un statut provisoire et on espère que cette guerre ne va pas encore durer 5 ou 10 ans. Et d'engager des jeunes dans une formation, par exemple, spécialisée dans l'industrie technique, que sais-je, qui va durer au minimum 3 ou 4 ans et ensuite de dire, bon, ben, au bout de 2 ans, tout à coup, le statut S s'arrête, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne pense pas non plus que ce soit une attitude responsable vis-à-vis de ces personnes parce que c'est quelque part leur faire une fausse promesse et c'est aller à l'encontre de leur vœu de retourner dans leur pays le plus vite possible. Philippe Nantermo, vous ne tirez pas contre votre camp, l'économie ? Non, mais je ne crois pas qu'il faille confondre la politique migratoire et la politique d'asile. La politique migratoire répond à des besoins de la Suisse. Notre politique migratoire a pour but de répondre aux besoins de l'économie notamment, et c'est ce que nous avons avec l'Union européenne, avec l'accord de libre circulation des personnes, qui permet à l'économie d'embaucher sur les marchés européens les personnes qualifiées qui peuvent répondre aux besoins de travail. Même au-delà de l'Union européenne, nous avons modifié d'ailleurs un certain nombre de dispositions légales ces dernières années, réglementaires, pour pouvoir embaucher des personnes au-delà de l'Union européenne, des personnes qui sont qualifiées. On vient de signer des accords aussi avec la Grande-Bretagne dans ce sens-là. Et là, il
y a une politique migratoire à proprement parler qui s'applique et qui répond aux besoins de la Suisse. La politique d'asile, elle, c'est pour répondre aux besoins de la personne qui fuit un conflit armé, qui fuit une persécution individuelle et qui s'inscrit dans une période plus courte et différente. Et je ne crois pas qu'on puisse s'appuyer sur la misère du monde pour répondre aux besoins de l'économie suisse. Ce serait cynique et inacceptable d'un certain côté. Et à l'inverse, on ne veut pas non plus encourager une population à venir en Suisse uniquement pour travailler alors qu'elle vient d'une zone du monde où elle serait utile sur place. Donc je pense qu'on doit, c'est finalement mélanger deux concepts qui en soi nous paraissent a priori être liés, mais qui dans le fond ne le sont pas tant que ça. Oui, mais il s'agit effectivement de faire un bilan quand même des besoins aujourd'hui de la Suisse et de savoir sur quel chemin elle veut emprunter. Est-ce que justement on ne devrait pas refondre un peu les deux problématiques, Delphine Klopfenstein-Brogini, justement les problématiques de l'asile et les problématiques de l'immigration légale, de mettre tout ça sur la table, de voir avec les Suisses aussi quel modèle de Suisse ils veulent pour l'avenir, un modèle et de faire aussi le bilan des secteurs dans lesquels on a besoin, enfin un grand round-up de toute cette immigration à l'heure où justement il y a une crise migratoire, à l'heure aussi où il y a des besoins, à l'heure où la Suisse est en démographie décroissante. La question très clairement qui se pose, c'est le fait que ces personnes, elles sont ici. Elles sont ici parce qu'elles sont venues chercher du travail, ou alors ce sont des personnes qui sont ici parce qu'elles sont venues chercher la protection. Alors évidemment, leur situation n'est pas la même, leur statut n'est pas le même, mais ce sont des personnes qui sont ici. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont ici, qui vivent ici dans des durées qui peuvent aller jusqu'à des années et des années? On le sait, les conflits sont loin de s'éteindre et les conflits même se multiplient dans les quatre coins du monde. Et on a, nous, ce devoir, on a ratifié des conventions au niveau international, on a ce devoir et on a une loi sur l'asile qui nous oblige à protéger les personnes qui fuient les conflits. Et ce n'est pas des cas individuels, M. Lanterneau, ce sont des situations mondiales, des mouvements mondiaux de population qui sont en train de fuir des conflits. Et nous avons le devoir, et nous sommes engagés à travers des conventions qu'on a signées, d'ailleurs ici dans ce Parlement, pour simplement répondre à cette obligation qui est celle de protéger des personnes qui sont menacées chez elles. Et ça, c'est notre système d'asile de manière générale. Alors la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes sont ici, mais les personnes aussi, les personnes migrantes de manière générale, qui viennent aussi chercher un travail, sont aussi ici chez nous. Alors évidemment, ce n'est pas le même statut, c'est peut-être pas tout à fait la même manière de répondre à leur situation, mais quoi qu'il en soit, elles sont ici. Et comment est-ce qu'on fait pour les intégrer dès le moment où leur situation elle dure? Et c'est là le centre de la question qu'on doit se poser. Et l'accès au travail, même si c'est pour une période de 2, 3, 4, 10 ans, l'accès au travail est fondamental. L'accès à la formation. Monsieur Buller, imaginez ces jeunes, alors vous les formez pas dans le décolletage, c'est une chose, mais ces personnes, si elles repartent, même si elles repartent dans 4 ans en Ukraine, elles auront ce savoir. On aura réussi aussi à former. Et c'est une manière aussi de reconstruire l'Ukraine que de former les jeunes qui sont ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Lorsque ces jeunes seront au bout de leur apprentissage, vous serez la première à dire c'est scandaleux, ils doivent repartir, quelle perte pour notre pays, c'est quand même pas normal de ne pas permettre à ces personnes de rester en Suisse. Donc je m'excuse, ce double discours, il est quand même un petit peu difficile. Il n'y a pas de double discours, on pourra poser la question à ces jeunes. Ces jeunes ont dû fuir leur pays en toute urgence, avec des drames qu'on n'arrive même pas à citer. Ces personnes seront très heureuses de pouvoir revenir dans une Ukraine qu'on va reconstruire et on va l'aider, cette Ukraine, à se reconstruire. On aimerait que ce conflit cesse au plus vite, mais maintenant la situation elle est telle que des personnes sont ici chez nous. Et notre devoir de les protéger, c'est de les accueillir ici. Le deuxième devoir, finalement, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont ici ne se retrouvent pas chez elles à rien faire ou aux dépens de l'État. Et ça, vous devriez être sensible à cette question-là, aux dépens de l'aide sociale. Alors certes, une aide sociale qui est largement diminuée, notamment pour les permis provisoires, mais ce sont des situations qui sont d'abord difficiles pour elles-mêmes parce qu'elles vivent au crochet de l'État. Et puis à côté de ça, elles auraient la capacité de travailler pour subvenir à leurs propres besoins et du coup fructifier aussi notre propre économie, la consommation, etc. Donc c'est un intérêt collectif qui est celui de l'accès au travail. Et l'accès au travail ne veut pas dire que ces personnes resteront de manière indéterminée. Je ne pense pas que les conditions générales d'habiter dans des mini-logements, se retrouver d'habiter accueillis chez des Suisses et des Suissesses, soient forcément une vie idéale que ces personnes souhaiteraient à long terme. Peut-on quand même préciser que le statut S permet à ces gens de travailler? Ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 2 ans. Alors, seulement travaillent.
Mais simplement parce que le niveau de formation, le niveau linguistique ne correspond pas aux besoins de l'économie. Vous ne pouvez pas débarquer dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, pour lequel vous n'avez pas les compétences requises, et travailler. J'ai fait l'expérience moi-même, dans le cadre d'activités professionnelles que j'ai, de tentatives d'embauche de personnes ukrainiennes qui n'avaient pas les compétences, qui étaient incapables de parler la langue, et ça n'a pas marché. C'est pas aussi simple que ça. On n'est pas sur Tinder où vous sweepez et puis vous avez quelqu'un qui trouve une place sur le marché du travail. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est plus compliqué. Et malheureusement, on rêve ici un peu en politique à imaginer qu'il suffit de faire une loi sur l'intégration et demain matin, vous avez 200 000 Ukrainiens qui ont une place de travail. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, dans la vraie vie. Alors, c'est peut-être pas facile, mais l'Allemagne, pour revenir à cet exemple, l'Allemagne qui n'est pas un pays bisounours, elle, justement, a mis les moyens, 700 heures d'enseignement d'allemand pour les migrants qui arrivaient d'Irak et de Syrie, toute l'économie, toute la société qui s'est mise justement derrière pour intégrer ces gens, et qui était d'ailleurs une vision largement aussi pragmatique et économique que d'accueil. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas pris deux approches. L'économie allemande, c'était aussi le Wirtschaffen das, c'était pas uniquement pour faire plaisir aux Syriens, aux Irakiens. Chez moi, j'accueille des Ukrainiens chez moi. On leur a fourni un appartement pendant 6 mois. Dans mon village, à Morgin, on a des dizaines de familles qui sont venues s'établir. Claude Ruel, l'ancien conseiller national, a organisé des cours de français. Une partie d'entre eux ont réussi à trouver du travail, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux, ceux qui ont réussi à trouver du travail. Et je crois que l'effort a été très très poussé par la société civile, les gens qui se sont impliqués, et malheureusement le résultat n'est pas aussi extraordinaire qu'on l'aurait souhaité. Je ne jette la pierre à personne, en tout cas pas aux premiers concernés qui font des efforts, mais qui n'y parviennent pas. Alors, je ne sais pas si l'allemand est plus facile à apprendre que le français, c'est possible. Peut-être que les liens entre l'Ukraine et l'Allemagne sont historiquement meilleurs que les liens entre la. Je vous disais pour les Irakiens et les Syriens, pour les Ukrainiens aussi, ils ont fait un énorme effort, mais pour un Syrien, c'est pas facile d'apprendre l'allemand. Déjà pour nous francophones, c'est pas facile. On sait rien, mais concrètement sur le terrain, de ma maigre expérience, eh bien, je constate que les choses sont beaucoup plus difficiles à faire qu'on ne le prétend sur les plateaux de télévision ou au perchoir du Parlement ici. Et malheureusement, j'ai beaucoup de doutes que l'on parvienne d'ici la fin de l'année à avoir 40% des réfugiés ukrainiens intégrés sur le marché du travail. Je crois que c'est un vœu pieux qui ne se réalisera pas. L'exemple allemand, ça prend du temps et des moyens. Il faut quand même rappeler qu'on parle de personnes ukrainiennes qui sont là depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que la guerre a éclaté, qu'il faut tout reconstruire dans un pays qui n'est pas le sien, dont on ne connaît pas le fonctionnement, dont on ne connaît pas la langue. Et cela prend du temps et demande des moyens, c'est vrai, il faut le dire. Mais il faut aussi expliquer que cette période est déterminante. On a ce Vladimir Poutine, ce président de la Russie, qui a créé toutes les conditions pour se maintenir au pouvoir jusqu'au milieu des années 2030. On a une guerre qui s'enlise, donc on sait que la situation va durer. Et quand le Conseil fédéral dit sur les 65 000 personnes ukrainiennes en Suisse, uniquement 10 000 ou 15 000 resteraient à terme, je pense que ça n'est pas réaliste. On l'a vu avec d'autres exemples comme avec le Kosovo, qui aujourd'hui est une population qui est parfaitement intégrée en Suisse. Tout le monde ici connaît dans son entourage, dans son voisinage des personnes du Kosovo. À un moment donné, il y a une partie de ces populations qui restent. Et là, la guerre va durer. Mais il faut aussi poser la question des limites du permis S. On est avec un permis qui prend fin déjà au mois de mars 2025. Et un employeur qui a le choix entre engager une personne qui a un permis de séjour avec la stabilité nécessaire ou alors engager une personne ukrainienne dont l'autorisation de séjour prend fin déjà au mois de mars 2025, dans bien des cas, il va favoriser la personne avec un permis de séjour. Donc il faut aussi faire évoluer ces statuts pour permettre cette intégration. Mais l'exemple ukrainien, c'est l'exemple pour tous les réfugiés aujourd'hui qui augmentent. En Suisse, 30 000 réfugiés jusqu'à 2023. On en attend autant cette année, voire plus. Ces problèmes qui crispent la population, c'est des problèmes de sécurité. On parque ces gens, ils n'ont pas d'emploi. Évidemment, il y a des frictions avec les populations. On a vu dans les centres de Chiasso, de Boudry. Est-ce que justement de les insérer davantage rapidement, comme le font d'autres pays, de nos voisins
Manfred Bühler, est-ce que ça ne serait pas une solution déjà pour détendre la situation avec le voisinage suisse? Mais sur le papier, bien entendu, mais nous avons des retours d'expérience. J'ai beaucoup de contacts avec notre conseiller d'État, Pierre-Alain Schneck, qui est en charge du social dans le canton de Berne. Il me relate des choses hallucinantes lorsque des cours sont prévus, organisés, les gens ont l'obligation d'y aller. Vous avez sur 20 personnes, si vous avez 4 personnes qui viennent, vous avez de la chance. Donc il y a vraiment un problème de volonté chez malheureusement beaucoup de ces individus. Je ne parle pas maintenant des Ukrainiens, mais d'autres nationalités qui ne veulent pas s'intégrer, qui trouvent d'autres moyens de finalement abuser de ce système social que nous mettons en place en Suisse et de ne pas faire des efforts nécessaires. Donc je crois qu'il faut voir cette réalité-là. On ne peut pas juste imaginer qu'elle n'existe pas. Maintenant, vous prenez l'exemple de l'Allemagne sans cesse. Bien sûr que Mme Merkel, avec son projet d'accueillir 1 million de gens durablement, évidemment qu'elle a mis les moyens à fond parce qu'elle ne voulait pas aller à l'échec et qu'elle voulait répondre à ce besoin de main-d'œuvre prétendu ou réel de l'industrie allemande. Qu'elle était soutenue. D'ailleurs, l'économie allemande réclame encore aujourd'hui davantage de migrants. Le statut S n'est pas un statut à vocation de durabilité, ou alors il faut le dire et puis dire nos frontières sont ouvertes, tout le monde peut venir ad aeternam, mais là je pense que ça va être une catastrophe absolue pour la Suisse. Donc on ne peut pas comparer la situation de l'Allemagne de 2015 qui voulait durablement accueillir un certain nombre de personnes. Je pense que les conséquences négatives de cette politique se font ressentir aussi malheureusement en Allemagne et on ne peut pas juste voir ça en rose par rapport à une situation de crise aiguë où on a un statut S qui est à vocation provisoire. Markios, parce qu'effectivement, le problème que vous venez de suggérer, c'est qu'il n'y a pas seulement l'intégration, il y a aussi justement quel type de culture on fait venir chez nous. Aujourd'hui, est-ce que dans ce débat aussi sur l'immigration, sur l'asile, etc., on ne devrait pas se poser la question de qui on veut comme culture en Suisse pour justement pourvoir les emplois dont on aurait besoin ou pas, selon la droite? Alors d'abord, j'aimerais bien dire que la migration de travail ou le système asile, la migration légale, illégale, je pense que c'est un défi européen et pas un défi suisse. Et pour moi, c'est très important de travailler ensemble avec les pays autour de la Suisse, mais en Europe. Et c'est dans le système asile ou dans la migration en général. Et pour ça, j'invite la gauche comme la droite à supporter et aider ce compromis avec la Union européenne pour trouver une solution avec les bilatérales 3. Les relations sont clés pour cette chose. Maintenant, il faut distinguer entre les personnes. Il y a des défis, des problèmes. Mais il faut bien dire que c'est la Suisse qui est très bon en cas de, il faut voir, taux de retour. Le taux de retour en Suisse est le plus élevé en Europe, plus de 60%. Il n'y a pas de pays qui a un succès comme ça. Alors, la Suisse prend la responsabilité avec des personnes qui ne peuvent pas rester, mais il faut prendre la responsabilité aussi pour ces personnes qui sont légales, qui ont besoin de protection et peut-être il faut plus de sensibilisation, plus d'encouragement pour les cantons, pour les institutions, pour la société et pas toujours critiser le système et les personnes qui sont là pour travailler chaque jour. Et ça ne me plaît pas de votre politique de l'UDC. Il faut encourager et prendre la responsabilité. Et oui, il y a les défis, mais travaillons ensemble. David Felpenstein-Brogini, aujourd'hui on voit effectivement l'Europe elle-même durcit partout ses politiques migratoires. Les pays scandinaves les durcissent aussi, et pas forcément d'extrême droite, de gauche parfois aussi. On voit qu'il y a manifestement des problèmes quand même dans un pays comme l'Allemagne, qui a bien intégré. Néanmoins, l'AfD, le parti d'extrême droite, on verra les résultats dimanche, mais l'AfD fait un bond énorme. Est-ce que la gauche n'est pas en train de rater aussi ce qui crispe les gens, les faits divers, les problèmes, les peurs aussi de grands remplacements qu'on retrouve par rapport à des cultures qui sont très différentes de nos cultures européennes aujourd'hui? Markios, tu as parfaitement raison quand il dit que c'est un problème européen. Évidemment, le problème ne s'arrête pas à nos frontières et chaque pays doit faire sa part.
Ça, c'est essentiel. Maintenant, la part qu'on va faire, elle peut être véhiculée ou elle peut être stigmatisée à travers des politiques extrémistes qu'on entend pas mal en Europe, certes, mais ce n'est pas la politique qui est dominante aujourd'hui en Europe. Et le fait de travailler ensemble, notamment sur la question des accords Dublin, c'est essentiel. Les accords Dublin aujourd'hui, tels qu'ils sont faits, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on renvoie les personnes dans le pays d'accueil. En principe, le pays d'accueil, c'est une question géographique, hein, c'est les premiers pays qu'on arrive à aborder depuis le sud ou depuis l'est. Eh bien, ce sont la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Croatie. Et cette question-là, elle est centrale. Et c'est à travers, en effet, des réflexions au niveau de l'Union européenne, avec la participation de la Suisse, qu'on doit réussir à trouver des solutions. On le sait aujourd'hui, notre responsabilité, et je crois que c'est le curseur qu'on doit avoir, indépendamment de la gauche et de la droite, et moi j'aimerais sortir de ce clivage-là, notre responsabilité et le curseur qu'on doit poser, c'est celui de la protection. On le voit sur toutes les demandes qui arrivent en Suisse, 80% des demandes obtiennent un statut de protection, qu'il soit un statut de réfugié B ou un statut F provisoire ou un statut S ukrainien, spécifique pour l'Ukraine aujourd'hui, eh bien, ce qu'on voit, c'est que 80% de ces personnes répondent aux critères de la protection parce qu'on estime qu'elles sont menacées. Alors, soit c'est un statut de réfugié qui dure, soit c'est un provisoire parce que le pays, dès qu'il ne sera plus en conflit, on pourra les renvoyer dans leur pays. Eh bien, c'est le curseur qu'on doit se poser aujourd'hui. Et l'instrumentalisation de cette thématique, elle est catastrophique. Elle est catastrophique au point de vue humain, elle est catastrophique aussi au point de vue pragmatique, parce qu'on sort complètement, au fond, de notre propre responsabilité et de notre capacité à agir. Quand on dit qu'on doit être plus intégré, et là, vous avez raison, M. Bullard, dans le sens où, en grand centre, par exemple, Boudry, si on prend cet exemple, Boudry est bien trop grand, par exemple, par rapport à la population de la ville. Et on se retrouve dans des situations qui peuvent être conflictuelles avec une population qui est voisine. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir, de multiplier des centres, d'avoir des centres à taille plus humaine, et tout ce processus d'intégration, et on ne va pas réinventer la roue ici, on va pouvoir s'inspirer de l'Allemagne, on va pouvoir s'inspirer d'autres pays autour de nous, et je pense que c'est vraiment dans cette logique-là qu'on doit aller. Maintenant, l'Union européenne, évidemment, est en campagne. Le 9 juin, on verra plus clair sur les décisions de nos pays voisins. Sur cette question de l'immigration, c'est très fort, c'est un ressort très fort dans tous les pays. Mais on sait aussi que c'est une thématique électoraliste, et on sait aussi qu'on utilise parce qu'elle parle aux gens, et donc ça veut dire qu'elle répond aussi à leurs craintes, justifiées ou pas justifiées. Alors moi, ce que j'appelle évidemment à revenir à la raison et à sortir aussi de l'émotion et de la stigmatisation qu'on fait, parce que je voudrais quand même rappeler ici, c'est qu'on parle de vie humaine, on parle de parcours de vie, on parle de personnes qui ont dû être arrachées à leur lieu de vie, à leur langue, à leur famille. Quand on pense au RMNA, aux jeunes qui arrivent ici mineurs non accompagnés, ce sont des parcours de vie dramatiques. Et nous, notre travail, on a les moyens en Suisse, on fait notre part au niveau européen, on n'a pas plus de réfugiés ici en Suisse qu'ailleurs en Europe. Et c'est cet exercice-là qu'on doit faire et c'est cette voie-là qu'on doit apporter. Les conventions de Genève sur les réfugiés, elles ont été signées à Genève, elles ont été ratifiées ici dans ce Parlement à Berne. Et c'est ça notre rôle au niveau international. Et la Suisse peut jouer un rôle central sur cette question-là. Et moi, j'ai envie de me détourner évidemment de cette stigmatisation, de cette manipulation aussi de cette thématique à des fins électoraux. C'est extrêmement grave parce que, encore une fois, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. J'aimerais faire part d'une inquiétude. On a parlé, Marquios l'a évoqué, de cette nécessité de coordination au niveau européen. Je suis d'avis que c'est effectivement nécessaire, mais ça dépend dans quel objectif. L'objectif aujourd'hui de l'Union européenne avec la migration, c'est de traiter le symptôme et de le répartir partout, avec le fameux pacte obligatoire de répartition des migrants dans les pays sous peine d'amende de 20 000 € par tête pour chaque pays qui n'accepterait pas les quotas qui lui sont assignés. Donc on a une espèce de régime coercitif et obligatoire sous peine d'amende et je n'aimerais pas que la Suisse s'intègre dans un tel système qui est complètement antidémocratique et qui ne respecte pas la volonté des États souverains quant au fait de pouvoir accueillir ou non des populations migrantes qui frappent à la porte. Je crois que le rôle de l'Union européenne, c'est de sécuriser, et c'est aussi l'accord de Schengen qui le prévoit, la frontière extérieure, pour avoir un véritable contrôle à l'entrée, pour que les personnes menacées réellement, les mineurs aussi, contrôler qu'ils soient réellement mineurs, parce qu'on a énormément d'abus dans ce domaine-là, puissent accéder, et puis que les personnes qui n'ont rien à faire sur le sol du continent restent à l'extérieur. C'est ça le rôle de l'Union européenne, ce n'est pas de répartir les problèmes le plus loin possible partout.
Alors Marc Joost, justement, j'aimerais vous poser la question parce que vous l'avez dit, être plus humain. Aujourd'hui, ce qui frappe aussi, c'est quand même effectivement le manque d'empathie. Hein. On parle de tous les migrants qui arrivent, mais de tous ceux qui n'arrivent pas et qui meurent en Méditerranée. Des dizaines de milliers de gens sont morts en Méditerranée, d'autres sous les balles à la frontière hongroise, par exemple. Et ça, on a l'impression dans l'indifférence générale. Marc Joost, vous qui êtes théologien, qui appartenez au parti évangélique, qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui? Est-ce qu'on manque d'humanité? Il faut demander pourquoi est-ce qu'ils font renforcer les frontières de point de vue de vous. La raison, c'est beaucoup de gens n'ont pas de perspective dans leur pays, en Afrique, en Asie. Alors, qu'est-ce que la solution? Alors, il faut réfléchir dans les relations internationales. Et moi, je pense qu'en ce contexte, avec les élections en Europe, le monde aussi regarde Genève et regarde la Suisse avec notre valeur humanitaire et notre tradition humanitaire. Et notre prospérité aussi. Et la prospérité, oui. Et c'est, dans ce contexte, c'est très important de montrer qu'il y a une connexion avec l'aide au développement, aide aux économies dans des autres pays, aide humanitaire. Et on ne peut pas réduire cette aide et se complaindre sur la migration. Il faut voir toute l'image et prendre la responsabilité. Et je pense que nos valeurs humanitaires sont en danger. Ouais. Jean Chop. Oui, j'entends qu'il y a une préoccupation au sein de la population et en particulier dans des cantons frontaliers comme à Genève. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça... Alémanique, c'est largement répandu, peut-être même davantage encore qu'à Genève. Peut-être bien, peut-être bien. Mais ce qu'il faut dire et rappeler aux téléspectateurs, c'est que ça n'est pas en multipliant et en créant une bureaucratie épouvantable pour contrôler tous les franchissements aux frontières, y compris des personnes suisses, hein, parce que c'est ce que demande l'initiative de l'UDC. C'est bien plutôt en protégeant les travailleurs indigènes avec des conventions collectives de travail, avec des salaires minimums. C'est comme ça qu'efficacement on peut protéger les conditions de vie, les salaires, développer aussi des infrastructures qui soient à la hauteur des attentes. À Lausanne, on désespère de la gare qui nous est promise pour 2035 ou 2037. C'est beaucoup trop tard. Nos infrastructures ont besoin d'être améliorées, adaptées. Nos salaires ont besoin d'être protégés. Les salaires minimums peuvent être utiles. Ça a été le cas et la population genevoise a fait ce choix aussi. Mais ça n'est pas en créant une usine à gaz qu'on répondra à ces enjeux. Alors, vous prenez soin, messieurs, de bien séparer asile et immigration légale. Néanmoins, l'UDC propose une initiative notamment à 10 millions et ça concerne essentiellement l'immigration légale. Hein. Je rappelle quand même qu'en Suisse, au décompte de fin 2023, c'était 2/3 de ressortissants étrangers qui venaient de la ELE et de l'UE. Et donc, la part des réfugiés, elle est extrêmement minoritaire. Donc, est-ce que justement là, on ne devrait pas aussi faire un bilan? Les tensions aussi créées sur les infrastructures, sur le trafic, les logements, etc., c'est dû à une immigration légale. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que nous avions eu le courage d'appeler un chat, c'est-à-dire de désigner la libre circulation des personnes avec l'Union européenne comme étant la source de cette pression migratoire beaucoup trop élevée, fût-elle légale, sur la population suisse. Et je crois que toutes nos infrastructures qui sont aujourd'hui sous pression, que ce soit tant sur le plan routier, des transports publics, du système de santé, parfois même des écoles, où des communes sont prises à la gorge financièrement parce que tout à coup il faut ouvrir des classes sans arrêt pour absorber les enfants qui arrivent sans cesse et les familles, c'est un véritable problème et c'est un véritable enjeu. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut pouvoir calmer la situation pour que ce pays ne soit pas en surchauffe. Nous sommes un pays prospère, fort heureusement. Je prétends que ce n'est pas à cause de la politique de la gauche, mais grâce à une politique raisonnable, favorable à l'économie libérale de droite, que soutient aussi mon collègue Nantermont. Et là, je crois qu'effectivement, je le soutiens pleinement aussi dans son point de vue, de dire qu'on doit d'abord utiliser les forces de travail qui sont
déjà chez nous, qu'on doit motiver les gens à dire que le travail n'est pas une malédiction mais une bénédiction et que si on travaille à 100% pour le bien de son pays, de sa famille, de sa collectivité, de sa commune, de son canton, eh bien on rend service à ce canton plutôt que de tous se mettre dans une sorte de confort, de temps partiel qui va créer un manque sur le marché du travail et automatiquement appeler de l'immigration. Philippe Dantermois, vous disiez qu'il fallait une main-d'œuvre très qualifiée en Suisse. Est-ce que justement ça, ce n'est pas une erreur aujourd'hui de le penser? Parce qu'on a vu d'ailleurs l'Office fédéral des statistiques qui a sorti récemment un rapport pour montrer que les cadres étrangers, que ce soit des frontaliers, que ce soit des expatriés, étaient en général bien mieux payés que les Suisses. Les crispations de la population, elles sont là aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'il y a des secteurs de travaux qui sont peut-être moins gratifiants, que les Suisses n'ont pas envie de faire et que c'est peut-être là qu'on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère et qu'il ne faudrait pas là aussi refaire un bilan de quelle immigration, on a besoin aujourd'hui. Mais la libre circulation des personnes répond à cette question-là. On a un bassin quand même de population suffisamment grand avec l'Union européenne. C'est essentiellement des cadres et des gens qualifiés qui viennent. Non, pas seulement. Dans le domaine touristique, par exemple, que mon canton connaît assez bien, on a énormément de travailleurs en provenance de l'Union européenne, saisonniers ou établis, qui ne travaillent pas seulement comme des cadres qualifiés. Donc non, c'est très ouvert, dans l'agriculture aussi, et le bassin de population de l'Union européenne suffit. Il n'y a pas de vocation à avoir le plus possible. L'immigration doit répondre à un besoin, mais ce n'est pas une fin en soi. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Et là, je suis en désaccord complet avec ce qui a été dit au préalable. Je crois que l'Union européenne n'a pas pour enjeu, ou le continent européen n'a pas pour enjeu d'accueillir le monde, le reste du monde chez soi. Il y a des accords qui visent à protéger individuellement les personnes persécutées dans le monde. Et le droit d'asile est un droit individuel, ce n'est pas un droit collectif, mais ce n'est pas un droit pour fuir la pauvreté. C'est pas cette optique-là. Et je suis en désaccord avec cette vision culpabilisatrice de l'Occident qui devrait porter toutes les plaies du monde. Et je crois que c'est faux. Je pense que c'est faux. Les populations, les peuples européens l'ont déjà exprimé à maintes reprises. Ils vont encore le redire probablement lors des prochaines élections européennes. Ils ne veulent pas de cette vision cosmopolite d'une Europe qui doit accueillir le monde entier. Ça vaut pour la Suisse, ça vaut pour les pays qui nous entourent. Et à refuser d'admettre ces volontés politiques-là, on finit systématiquement par avoir un durcissement des politiques migratoires. Là, justement, et dans les points particuliers, on devrait au contraire se montrer plus humain. Je suis intimement convaincu au contraire qu'on doit bien écouter ce que veulent les populations. Le monde entier sait le faire et il y a cette culpabilité qui prévaut à mon avis uniquement en Europe en la matière et on finira par le payer très cher. Ok, mais sans parler de culpabilité, si on parlait de notre intérêt, Marquios, justement, est-ce que la Suisse, dans quelques années, va devoir être condamnée à être moins riche parce que justement, elle ne veut pas accueillir, que c'est difficile de fusionner avec certaines cultures et qu'il va falloir, ma foi, se dire les retraites, on en aura moins parce qu'on n'a personne pour les payer, parce qu'on fait plus d'enfants. C'est ça un peu le destin qu'auront les Suisses s'ils ne veulent pas faire l'effort d'intégrer, d'immigrer, de grandir. Une femme en Suisse, en moyenne, a 1,4 enfants. Alors, si on reste chez nous, oui, il y a le risque, il y a le défi, comme vous dites. Alors, il y a un besoin de migration et comme M. Dantermois l'a dit, le besoin, il faut voir où et quelles personnes, mais il y a le défi plus grand que c'est la prospérité en Europe et la pauvreté en des autres pays. C'est une réalité. Et il faut travailler dans ce contexte. Et oui, il y a des risques de sécurité avec l'immigration et il faut travailler sur ça, mais pas perdre cette perspective qu'on a une responsabilité comme des pays de prospérité à investir dans l'économie en Afrique et en Asie. Attendez, on parle comme si, au cours des 50 dernières années, le monde s'était appauvri tandis que l'Europe s'était enrichie. C'est totalement faux. Au cours des 50 dernières années, le monde s'est enrichi. Le taux de pauvreté dans le monde s'est effondré. Le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui sont en situation de malnutrition, qui n'ont pas accès à l'école, s'est effondré. Et en particulier dans les pays qu'on appelait les pays sous-développés par le passé. Il faut arrêter et reculer. Non, il faut continuer, mais on continue grâce à une économie libérale, grâce à des marchés ouverts, grâce au libre-échange. C'est ça qui a fait progresser. Mais la courbe est en train de redescendre. C'est parce que vit la population suisse qui doit composer maintenant avec la vie chère, avec une inflation
considérable, la hausse des primes d'assurance maladie. Précisément. Donc, quand vous parlez de réduction des inégalités, moi je vois qu'elles se creusent pour les classes populaires, pour la classe moyenne. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas soutenir ça. Statistiquement faux. Et ce que l'on constate au quotidien, c'est que plus on a une économie libérale, plus on a un pays prospère. Et si nous voulons répondre aux besoins de la population, nous devons nous assurer que notre pays continue à rester prospère, être le plus prospère au monde. C'est pas ce qui est vécu par une très large majorité de la population qui aujourd'hui peine à payer ses factures. Oui, mais revenons à l'immigration. Revenons à l'immigration justement pour rester. Et ça, vous devez entendre, même si vous avez des difficultés. Au début de notre discours, nous sommes le pays le plus riche du monde qui doit accueillir toute la misère du monde. Et en fin de discours, prétendre que nous sommes un discours où les gens un pays dans lequel les gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Je pense qu'on ne peut pas prétendre les deux choses. Nous défendons une approche plus factuelle et moins comment est-ce qu'aujourd'hui on maintient notre prospérité en Suisse? Est-ce qu'on maintient cette prospérité en décroissant, comme le veut l'IDC, ou plutôt en arrêtant de croître, ou bien est-ce qu'on la maintient précisément croissant modérément, ou bien est-ce qu'on la maintient justement et en acceptant des migrants, et de quelle nature, Delphine Köpfelsheim? L'histoire nous a montré au fond que les flux migratoires évoluent. Ils évoluent en fonction des conflits internationaux. On l'a vu il y a 30 ans, 20 ans, avec aussi la crise dans les pays d'ex-Yougoslavie, où il y a eu à un moment donné énormément de réfugiés qui sont arrivés en Suisse. Et puis on a géré cette crise à un moment spécifique avec des moyens, on s'est donné les moyens au fond. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit des années après, que ça a fonctionné. Mais ça a créé des tensions sur le moment. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, nombre d'entreprises, les plus fameuses en Suisse romande, Orlati, etc., ce sont effectivement des gens qui viennent d'Albanie, du Kosovo, des Balkans. C'est tout un travail. Et en tant que Genevoise, je peux vous assurer qu'un paysage cosmopolite, c'est mon quotidien. À Genève, la moitié de la population n'est pas suisse. Et elle vient de partout, elle vient du monde entier. Et cette cohabitation, je vous assure, c'est une richesse. Parce que ce sont de nombreuses langues qui sont parlées, c'est des intérêts collectifs. Et puis on se retrouve dans un bassin qui est assez tendu, parce que le bassin, il est transfrontalier. C'est pas Genève sur une île, c'est Genève dans sa région. Annecy n'est pas loin, Annemasse, Lyon finalement n'est pas si loin, surtout quand on aura un train rapide et qu'on aura mis les moyens pour se rapprocher encore de cette ville-là. Mais nous sommes dans un bassin de vie qui est partagé et qui va au-delà de la frontière. Et quand on vit cette réalité, je peux vous assurer, alors peut-être que le Jura bernois est plus loin de ces réalités au quotidien, mais je peux vous assurer que ce partage d'expérience, alors c'est des enjeux bien sûr, mais ça nous pousse aussi à nous renouveler régulièrement et puis à réussir à cohabiter et à vivre ensemble. Mais à Genève, bon exemple, les tensions sont davantage créées en fait qu'une ville effectivement un canton très cosmopolite. Les tensions sont davantage créées en fait par les frontaliers, par une immigration d'ailleurs plus seulement frontalière, mais de France, donc une immigration légale, que par l'immigration, que par les réfugiés et par justement des pays qui viendraient des quatre coins du monde. Alors évidemment, il y a une espèce de paradoxe, contrairement à la Suisse alémanique qui est peut-être moins métissée que Genève est quand même une ville internationale. Il y a des agences onusiennes, des organisations internationales. Donc mais le gros de la population, c'est aussi il n'est pas clientèle dans cette migratoire, si j'ose l'appeler ainsi. C'est pas du tout négatif, qui est d'une nature différente. Ce sont des gens qui ont de haute formation souvent, et évidemment que cet environnement-là, c'est une lunette un peu déformante si on se focalise sur l'exemple genevois, qui a vraiment ce statut très particulier d'une population très mélangée, comme on pourrait peut-être la trouver à New York, qui a le siège de l'ONU et autres. Mais Genève est aussi un canton qui connaît des problèmes de criminalité absolument massifs, notamment transfrontalières, avec des bandes qui viennent commettre des crimes et des délits en provenance de Lyon, etc. Enfin, je ne vais pas vous apprendre la réalité du terrain genevois, qui est loin d'être aussi rose que ce qu'on vient d'entendre. Monsieur Yost. Mais l'exemple genevois montre aussi que beaucoup plus est possible. Vous avez dit l'horlogerie, elle est en Suisse parce que Genève était généreux. Il y a des années que Genève a reçu 1000 personnes de France, les Huguenots, et c'était un grand pourcentage pour la population. Et c'était possible. Il y a eu des crispations aussi, pas seulement à Genève, dans le canton de Vaud, dans tous les cantons romans qui ont accueilli. C'était possible. Aujourd'hui, c'est un facteur de succès de notre économie. Bon, ils arrivaient aussi avec un savoir-faire qui les a fait intégrer assez facilement. Monsieur Yost a parlé à juste titre de la baisse du taux de natalité. Il est même de 1,33%. Il n'a jamais été aussi bas. C'est un des plus bas en Europe que connaît la Suisse. Et ça, c'est aussi
un enjeu qui doit comme politique, nous préoccuper. Nous savons qu'avec la génération des baby boomers qui va arriver à la retraite, il y aura des défis majeurs, qu'il y aura bientôt plus que 2 personnes actives pour un retraité. Qui s'occupera de nos parents, de nos grands-parents quand ils se retrouveront en EMS ou en maison de retraite, dans des métiers, encore une fois, la santé, où on a de plus en plus de difficultés à trouver du personnel, à trouver des personnes qui veulent devenir infirmières, aides-soignantes. Là aussi, il y a des enjeux majeurs par rapport à ce qu'on appelle le tsunami gris. Et ça aussi, on doit les intégrer comme politique dans nos réflexions, dans nos mesures, dans nos propositions. Monsieur Bühler, c'est vrai qu'effectivement, l'enjeu migratoire, l'enjeu de l'asile est un enjeu fortement fédérateur pour les partis de votre droite dans toute l'Europe. Mais néanmoins, on voit Giorgia Meloni, qui, une fois au pouvoir, a fait exactement le contraire de ce qu'elle a promis à sa population. C'est-à-dire que là, elle a dit, voilà, il va falloir maintenant légaliser et importer 500 000 migrants. Donc, est-ce que ça, justement, cette vision pragmatique des choses, on la voit très concrètement avec des gouvernements qui ont promis justement de stopper l'immigration, de mettre des freins à tout et de favoriser les populations locales? Je crois que ce qui est nécessaire, c'est de considérer que chaque situation est différente d'un pays à l'autre. Je ne connais pas les détails des raisons qui ont poussé Mme Meloni à, semble-t-il, trahir certaines de ses promesses électorales. Je pense qu'elle voulait surtout arrêter l'immigration illégale, qui pose d'évidents problèmes aussi de criminalité en Italie comme partout. Ensuite, il y a des besoins de l'économie, et là, bien sûr, que là où il y a un besoin avéré qu'on ne peut réellement pas, auquel on ne peut pas répondre avec une main-d'œuvre indigène, il faut une certaine immigration, mais elle doit être parfaitement maîtrisée et très encadrée et ne pas causer une submersion, comme c'est le cas en Suisse, avec une population qui augmente de manière délirante. La population italienne, à ma connaissance, n'augmente pas du tout aussi vite que la population suisse, donc la situation de départ est différente. Puis bon, il ne faut pas oublier que Mme Meloni reçoit des centaines de milliards quasiment d'euros plutôt du plan de relance européen, et qu'à ce titre, elle est clairement prisonnière d'une politique pro-migration voulue par Bruxelles. Monsieur Lantermeau. Bon, moi, je ne me prononce pas sur la politique de Mme Meloni. Je maintiens que la Suisse, vu sa taille, peut se contenter et s'appuyer principalement sur une relation avec l'Union européenne s'agissant de la politique migratoire. Et ça répond à nos besoins en évitant au maximum les frictions avec une population plus difficile à intégrer qui vient des espaces extra-européens. Et je crois que c'est un avantage que l'on a et on doit en profiter de cet avantage. Il nous reste assez peu de temps, Mme Klopfenstein-Brogini. Justement, quel est le discours aussi de la gauche qu'aujourd'hui pour rassurer la population suisse face aux migrants? Quelles sont les mesures aussi? Votre conseiller fédéral Beat Jans a fait beaucoup de mesures, enfin a fait beaucoup de déclarations à ce propos en montrant qu'il allait davantage serrer la vis. Mais très concrètement, qu'est-ce que la gauche peut faire aujourd'hui pour justement rassurer les Suisses quant à l'état de la migration aujourd'hui? Alors, première étape, c'est de surtout pas instrumentaliser des faits divers, et je pense que ça, c'est très dangereux, parce qu'évidemment, il y a des faits divers qui peuvent être très dommageables, qui embarquent une population, qui embarquent souvent un pays entier. Mais les faits divers, ils les voient, alors pour les rassurer face à ces faits divers. Par quelques individus. Non, je pense que ce qu'on doit réussir à faire, c'est vrai que l'enjeu probablement est celui de personnes qui arrivent ici et qui voient au fond leur sort traité sur de longues périodes. Et la question de la procédure de l'asile, elle est probablement essentielle à ce moment-là. C'est-à-dire que ces personnes puissent profiter d'une procédure qui soit suffisamment rapide. Alors, M. Beat Jans a proposé cette procédure en 24 heures pour les ressortissants marocains, algériens ou tunisiens, en estimant qu'en effet, dans l'écrasante majorité des cas, je ne sais pas, on est à plus de 90%, 95%, c'était des cas de renvoi. Donc, ça veut dire qu'on est dans une logique où on pourrait aller plus vite. Alors, le cas des 24 heures est évidemment exagéré, et d'ailleurs le SEM même le dit, en 24 heures, on n'arrive pas à construire un dossier, à avoir les certificats médicaux qu'il faut, etc. Donc, c'est évidemment beaucoup trop court, et puis c'est un effet de pub naturellement. Mais ce que ça montre surtout, c'est qu'on a besoin d'avoir en effet une procédure d'asile qui aille suffisamment vite pour qu'on ne laisse pas des gens dans une situation d'errance, parce que c'est l'errance qui crée aussi l'insécurité pour les propres personnes et pour la Suisse, parce que c'est pas bon cette situation-là. Et le fait au fond que certains, de certains pays, on pourrait dire de la même manière, les femmes qui viennent d'Afghanistan, 95% des cas, elles obtiennent un statut de réfugié. Ça veut dire que c'est des cas faciles d'une certaine manière. Donc ne laissons pas ces personnes dans des situations
des situations qui sont pas claires et de doute. Et ça pourrait amener une certaine sécurité. Et encore une fois, la sécurité serait celle de l'intégration, d'une meilleure dispersion sur le territoire, dans le sens où avoir ces immenses centres, et ça je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir sur la nouvelle politique d'asile qu'on a votée il y a quelques années avec ces centres fédéraux d'accueil, qui sont d'énormes centres, qui sont des centres semi-carcéraux, qui ont, plusieurs ONG avaient pointé des dysfonctionnements graves dans ces grands centres. C'est vraiment aussi cet accueil, et avec un accueil qui soit plus à l'échelle humaine, qui soit plus sur mesure, un investissement dans ce sens-là, c'est aussi une assurance que ces personnes puissent se trouver en meilleure santé sur notre territoire et puis être mieux intégrées, parce que l'intégration de ces personnes va aider aussi à une meilleure intégration avec notre propre tissu social. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé, le fait d'apprendre la langue, le fait d'avoir accès au travail. On revient au début de notre émission sur ce sujet, de finalement que ces personnes ne soient pas en errance avec l'argent de l'État, de l'aide sociale, mais puissent clairement être actives. Et ça, c'est un gage de succès pour l'intégration et une meilleure reconnaissance aussi de la population. Cet enjeu est majeur. Marc Yost, justement, une mesure que pourrait proposer la droite du centre pour rassurer les gens et qui serait justement propice à ne pas avoir aujourd'hui des comportements. On voit, vous citiez les femmes afghanes, mais c'est vrai qu'il s'en est fallu une voix pour qu'au Conseil national soit pas refusé le droit de l'accueil pour ces femmes afghanes dont on sait qu'elles sont les plus maltraitées au monde, justement pour détendre la situation pour les Suisses et pour leurs représentants politiques. Que faudrait-il faire en priorité selon vous? Ce sera le mot de la fin. Il y a des collègues dans mon groupe du centre qui disent qu'il faut donner un signal que la Suisse n'a pas seulement une régulation juste, mais aussi claire et dure. Et peut-être dans le contexte de signaler on a suffisamment, on prend la responsabilité. Et moi, je trouve que c'est dommage de signaler ça sur le dos des femmes afghanes. Et je sais bien que le résultat était comme il était. Une partie de votre parti, le centre, a voté justement contre l'accueil de ces femmes. Exact. Alors, contre la motion de Gregor Lutz, mais oui, aussi pour ça, monsieur. Il y avait quelques-uns, et je pense une motivation, c'est de donner un signal. La Suisse n'est pas seulement généreuse, elle a un système dur aussi. Les détails, le pays d'origine ou la nationalité, je pense que ce n'était pas le point, mais je trouve c'est dangereux. Parce que j'ai dit, le monde regarde la Suisse. On a une tradition Henri Dunant, l'ONU, le Croix-Rouge, et c'est une référence. Et moi, je pense que c'est très important de prendre la responsabilité avec cette histoire aussi et de rester comme ce système humain et juste. Mais ce sera le mot de la fin. Beaucoup de travail encore sur cette question qui tout est à devant. Merci infiniment à toutes et tous, Delphine Kloppenstein, Brogini, Jean Chop, Marc Yost, Philippe Nantermo, Manfred Buller. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vous souhaite en attendant une excellente soirée, une très belle semaine sur l'Aimant Bleu.